Alors, j'ai des personnes qui, au moins, quand tu travailles avec des ordinateurs qui n'a pas d'impact, à force de faire des affectations sur un clavier, il y a un erreur. C'est pas des machines qui faire désinfecter toute la journée. Les souris, les écrans, enfin tout quoi. Donc moi, la quantité de gel hydroalcoolique, quand on fout dans la boîte PC, après ça tourne en alcool. Donc ça c'est pas maintenant, mais quand on va... Enfin, tout ça ensemble, je veux dire, au final, la petite vidéoconférence, je sais pas si voilà, c'est une question d'efficacité. C'est vraiment quel est l'objectif recherché réellement une mesure. C'est aussi des mesures qui sont qui viennent comme ça. J'ai pas l'impression qu'elles passent par des essayer de réfléchir. Et du coup, moi quand on m'arrive comme ça, c'est vrai que ça va pas lier. C'est clair que il ne faut pas croire qu'un métier dans l'histoire avec un masque alors que ça se passe des donc en plus c'est important on va être assez le médecin a dit que en hiver ça va être la catastrophe totale. C'est normal, c'est la saison des grippes. Ça vient s'ajouter à la grippe classique. Parce qu'on n'a pas encore fait vraiment chercher je pense que tout le monde a de l'espoir. C'est un peu avancé, beaucoup d'espoir. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous ici à l'UNAMUR. Alors on est très heureux de vous accueillir ici pour notre premier événement de la rentrée 2020-2021. Cet événement, donc, c'est Pint of Science. C'est un événement qui s'inscrit dans une dynamique internationale de rencontres entre les chercheurs et le tout public. Donc les chercheurs ce soir seront Johan Jans et Adrien Voisin ici présents. Je vous dirai un petit mot après sur eux. Donc nous organisons cet événement ici à l'UNAMUR. Donc c'est qui nous? C'est le Confluent des Savoirs. C'est la cellule de médiation scientifique et de vulgarisation scientifique de l'UNAMUR. Et nous avons pour but et objectif de diffuser les savoirs des chercheurs et des recherches scientifiques de l'université auprès du grand public, des écoles primaires, maternelles et secondaires. Alors ce soir, vous assisterez aux interventions de Johan Jans, donc, qui est professeur à l'UNAMUR, et son intervention aura pour titre « Vivre dans un monde connecté, une idée à creuser ». L'intervention sera suivie d'un petit échange avec le public si vous avez des questions à poser à Johan Jans. Puis il y aura une petite interlude animée par Cap for Science, qui est le quota projet de l'UNAMUR dédié à la vulgarisation des sciences. Ils vous en diront un peu plus au moment venu. Il y aura un petit quiz et un petit cadeau à la fin du quiz pour ceux qui auront le mieux répondu. S'en suivra après l'intervention d'Adrien Voisin, ici, qui est informaticien et doctorant à l'UNAMUR, et son intervention aura pour titre « Remettons le data center au centre du village. Pourquoi Internet n'aime-t-il pas notre planète ?» Alors nous aimerons bien sûr remercier nos partenaires, donc Pint of Science Belgique,
qui est l'antenne belge de l'organisation internationale Pint of Science, le Quai 22 de l'UNAMUR, le centre culturel de l'UNAMUR, qui nous accueille ici dans ces locaux, et bien évidemment Cap for Science et les chercheurs pour leur présence et leur engouement à l'événement. Dernière petite question et précision logistique. À la fin des interventions et afin de respecter les directives sanitaires et le flux des foules, nous demanderons au premier rang donc de partir et de quitter la salle sur votre gauche et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on évite le croisement entre les personnes. Covid oblige. Voilà, merci beaucoup et une bonne soirée à tous. Je laisse la parole à Johan. Merci. Merci. Bien. Bonjour à tous. Je suis heureux de voir un auditoire pas tout à fait rempli depuis le 13 mars où j'ai quitté les auditoires ici. Donc c'est le premier que je revois depuis bientôt 6 mois. Ça fait 6 mois que le 13 mars a eu lieu. Alors de quoi on va vous parler aujourd'hui? En tous les cas dans mon cas, une idée à creuser pour un monde connecté. Alors votre prof d'histoire vous l'a dit, toutes les sociétés d'Homo sapiens, sont toutes basées sur les minerais, les techniques et les produits, avec les différents âges de la pierre. Puis il y a eu les âges du cuivre, du bronze, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit je vais mettre un autre métal que le cuivre pour en faire du bronze, du fer. Nous sommes actuellement dans l'âge des combustibles fossiles que nous quittons lentement pour atteindre l'âge de l'électron où on exploite aujourd'hui tous les éléments du tableau de Mendeleïev. Tous. Tous les éléments sont exploités pour toute une série d'applications. Il n'y a pas un objet de notre quotidien qui n'est pas fabriqué directement ou indirectement avec un objet du sous-sol. On a autant extrait ces 30 dernières années que depuis toute l'histoire de l'humanité. Et on prévoit des extractions encore bien supérieures dans les années qui viennent, notamment dans le numérique. Et donc cet objet est un objet géologique. Pour fabriquer ça, il faut ça, un caillou, un bête caillou, du coltan, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui contient du tantal. Eh bien, il faudra pas mal de terres rares pour toute une série de matériels, dysprosium, néodyme, samarium, terbium, mais également pour les smartphones, du cuivre, de l'or, du tantal, le fameux coltan, à ne pas confondre avec le cobalt, ça c'est autre chose, du lithium, de l'indium. Et vous voyez que pour fabriquer un smartphone, il va falloir du lithium pour la batterie, du cobalt, du cuivre, de l'argent, de l'or, du tantal pour l'électronique, le fameux indium pour l'écran. Il faut donc toute une série de matières qui aujourd'hui proviennent en très grande majorité du sous-sol. Et donc l'indium est aujourd'hui ce qu'on appelle un nouveau métal, et vous voyez que sa nécessité va encore augmenter dans les décennies qui viennent si l'on conserve en tous les cas le même mode de vie et si la croissance démographique continue à s'amplifier. C'est le cas aussi pour d'autres dits nouveaux métaux qui sont connus depuis bien longtemps, mais que l'on dit nouveaux parce que nouvellement, intensément exploités pour notre mode de vie actuel. Alors retrouver toutes ces matières premières, mais pendant des siècles, Homo sapiens les a trouvées proches de l'endroit où il allait les consommer, pour fabriquer quelque chose. La Wallonie a été un des grands producteurs de zinc au XIXe siècle, dans l'est de la Belgique. Un grand producteur de plomb, près d'un village qui s'appelle Plombières, dans l'est de la Belgique. On a extrait, vous voyez, plus d'1 million de tonnes de zinc et 130 000 tonnes de plomb. Puis au siècle passé, première partie du siècle passé, on a exporté, en tout cas les pays européens ont exporté leurs extractions de matières premières dans les colonies. La France avait ses colonies, la Belgique avait une grande colonie, la République démocratique du Congo. Et donc pour le citoyen européen, cette affaire d'extraction du sous-sol, c'est des affaires dans un pays très éloigné, on s'en occupe pas bien, et avec des régimes politiques bien différents des autres, c'est pas notre affaire. Donc au début du à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, on se retrouve avec des extractions qui, comme vous le voyez avec des ronds, et plus le rond est grand, plus il y a de l'extraction. Quand c'est vert, c'est à ciel ouvert. Quand c'est rouge, c'est souterrain. Quand c'est blanc, c'est mixte. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'extractions, mais très peu en Europe de l'Ouest. C'est la situation en 2003. Et si vous regardez de 1957 à 2020 l'évolution du cours du cuivre en euros par tonne, les décennies passant, vous voyez qu'en effet, jusqu'à la fin du siècle passé, début de ce siècle, les cours sont en baisse progressive.
générant de très bas investissements dans les prospections, on en recherche peu, et générant, et ça c'est important pour l'université, une faible capacité à former les gens, donc des ressources humaines qui sont peu présentes. Les deux mis l'un dans l'autre, quand la demande va être très forte au début du XXIe siècle, l'offre ne peut pas suivre. Les cours augmentent très fort, 4 fois plus en quelques années. Les cours du cuivre, mais les cours de tous les autres métaux utiles, notamment pour le numérique. Et donc, de 2003, 2009, 2010, 2011, vous voyez qu'il y a une forte intensification des lieux, des sites où l'on extrait des matières non renouvelables du sous-sol. Retrouve-t-on ces matières aujourd'hui dans deux grandes types d'extraction. Vous connaissez tous les compagnies minières, les majors, les grandes multinationales qui ont des intérêts économiques, qui depuis un petit temps essayent d'améliorer leurs conditions environnementales. C'est surtout hors de l'Europe que l'on va retrouver ces matières. Avec, notamment en République démocratique du Congo, des produits finis, donc à haute valeur ajoutée, qui sortent des pays de production. Ce qui veut dire que la haute valeur ajoutée n'est pas dans les pays de production. Ce qui est d'ailleurs un des paradoxes du Congo, c'est qu'il y a beaucoup de ressources minérales, mais très peu de valeur ajoutée qui y rentrent. Alors à quoi ça ressemble? Et ici vous êtes dans une de ces mines, non pas au Congo mais en Afrique, et vous voyez ici c'est tout noir. Quand c'est tout noir comme ça, c'est du cobalt ou du manganèse. Ici c'est du manganèse. Et vous voyez qu'il y a des extractions, parfois avec une technologie intense, parfois avec une technologie un peu plus faible, avec des mineurs qui sortent parfois de la mine, qui arrivent dans des lieux de stockage et qui ont à la fin de la journée des gueules noires assez similaires aux gueules noires que nous avions en Europe de l'Ouest jusqu'en 1984 en Wallonie, puisque le dernier charbonnage en Wallonie a fermé en 1984. Un deuxième type qui alimente en métaux, notamment pour les téléphones, mais pour d'autres infrastructures également, ce sont les mines que l'on dit pudiquement artisanales avec les creuseurs. Là, nous sommes en République démocratique du Congo. Alors les creuseurs, ils remplissent des sacs, et vous voyez ces sacs, toujours le même type de sac partout dans le monde, dans ce domaine-là. Les enfants participent au travail. Les femmes participent au travail. Les enfants transportent les sacs, et vous voyez, vous devinez dans le sac, c'est un peu verdâtre, c'est un minerai de cuivre, c'est de la malachite, c'est un minerai particulier qui va donner pas mal de cuivre. Les sacs vont dans les coffres des voitures. Les voitures apportent les sacs sur des camions. Et on a suivi les camions qui allaient devant ce type de barrière. Donc ils prenaient les aluminiums, le bronze, le zinc, le cuivre. Et on se demandait c'était quoi ces deux grands tuyaux? Ben, c'est les hauts fourneaux locaux, et vous connaissez les sacs. Ces hauts fourneaux artisanaux vont produire des lingots artisanaux qui sont certes de moindre qualité sans doute que les lingots des grandes compagnies première méthode d'extraction, mais qui existent. Difficile de quantifier la proportion parce que c'est par définition opaque. C'est justement des réseaux qui se veulent opaques. C'est très difficile d'estimer la production. Pour le coltan, ce qui va alimenter en tantal les téléphones portables, c'est notamment dans l'est du Congo et au Rwanda. Et les gens locaux savent bien que le coltan c'est noir et que la gangue c'est blanc. Et donc ils trient le coltan de la gangue blanchâtre. Si l'on va un peu ailleurs en Afrique, mais vous voyez au bord des routes des gens qui creusent des trous avec les moyens du bord, parfois sous-sol, toujours avec les moyens du bord. C'est en 2013, cette photo c'est pas 1960. On y cherche ce type de cailloux. Ce type de cailloux remplissent des sacs, toujours les mêmes types de sacs. Les sacs vont sur des ânes. Les ânes amènent les sacs dans les coffres des voitures. Les voitures amènent les sacs sur des camions. Le processus est toujours assez similaire. Et parfois même, pendant la journée, les compagnies minières extraient du matériel, et la nuit, les clandestins viennent faire des petits trous artisanaux. Donc il y a moyen de coupler les deux. Ce qui, vous allez le voir, a une importance pour nous. Et donc cette problématique, qui est depuis la remontée des cours des métaux assez importante, va être mise dans le public, va être médiatisée, surtout à la fin des années 2000, 2010, 2014,
avec le premier ouvrage de 2012, avec un ouvrage qui est sorti il y a quelque temps, qui a été fort médiatisé. Et le premier extrait de presse que moi j'ai vu, c'est 2014. Mais je rappelle toujours que des ONG, déjà en 2008, attiraient l'attention de la population, notamment dans cette université. Donc c'est une problématique qui a déjà plusieurs années. Alors l'avenir, parce que ça c'est le constat, vers quoi allons-nous? Vous êtes bien conscient que cette problématique part des ressources aux réserves géologiques, l'exploration, le développement, le mining, le process, tout ce qui est métallurgique, tout ce qui est process, jusque la production d'un produit, dans le cas qui nous occupe ici, une voiture. C'est tout ce cycle, l'ensemble pouvant être recyclé, en tout cas certains métaux pouvant être recyclés, recollectés, pour retourner dans le processus métallurgique. Donc on va voir dans certaines étapes vers quoi on peut avancer. Alors première chose, est-ce qu'on a toujours besoin de tout ce qu'on a? Question, je n'ai pas de réponse. Est-ce que tous ces besoins sont nécessaires? Si c'est le cas et si le mode de vie reste le même, on va en effet avoir besoin de plus en plus de ces métaux. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire L'âge des low-tech de cet auteur qui nous prédit que c'est intenable. On peut aussi jouer sur la législation, tracer et légiférer ces métaux, en tout cas ces extractions. Alors déjà en région wallonne, c'est pas facile, il n'est pas aisé de légiférer à ce propos, il n'y a pas aujourd'hui de stratégie publique claire en région wallonne. On n'extrait pas de métaux en région wallonne, mais on extrait sur 150 sites environ des matières du sous-sol, des calcaires, des dolomites, du sable, des porphyres, des argiles, de la craie, toute une série de matières qui sont extraites sur plus de 150 sites en région wallonne. Alors c'est encore plus difficile lorsqu'il s'agit de ce type de cailloux, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, peuvent être en journée extraits par des grosses machines pour les compagnies minières, et le même caillou peut être extrait pendant la nuit. Il n'est pas facile de différencier, si vous voulez tracer ce matériel, avec des machines qui aujourd'hui existent depuis une dizaine d'années. Vous pourrez savoir le contenu chimique de ce caillou. C'est pas facile de savoir si ce caillou je l'ai extrait en l'achetant à un creuseur pendant la nuit, ou si je l'ai obtenu en allant dans le godet de la machine qu'il a extrait pendant la journée. C'est le même filon, c'est le même caillou. Ces cailloux en plus peuvent être mélangés. Et ces cailloux peuvent être transportés. Donc ces cailloux, il n'est pas facile d'en déterminer l'origine, qui va être très facilement contestée. On peut jouer sur le recyclage. On doit jouer sur le recyclage dans les décennies qui vont venir. Alors recycler, ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. 4 petites considérations de recyclage que je voudrais vous donner. Tout d'abord, il faut créer le gisement. Alors pour les téléphones portables, une étude de Récupel assez récente montre que seulement 8% des téléphones mobiles sont aujourd'hui récupérés. Alors ceux qui voient la bouteille à moitié vide se disent c'est pas beaucoup, ceux qui voient la bouteille à moitié pleine disent c'est super, il y a moyen de faire mieux, on a 92% de marge de manœuvre. Mais c'est pas perdu parce que quand on a commencé à faire le recyclage des sacs bleus, ce qui aujourd'hui nous paraît évident, c'était pas simple non plus. Aujourd'hui, ça nous paraît relativement aisé, relativement naturel de mettre certains déchets dans des sacs bleus, d'autres déchets dans d'autres sacs. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Si vous voulez recycler un appareil, le grand danger du recyclage, c'est quand il y en a beaucoup, quand il y a des diversités importantes, mais des quantités faibles. Alors voici une étude de l'ULG sur le nombre de métaux en moyenne dans un téléphone portable, 52. Vous voyez qu'il y a 3 colonnes, et la première colonne, ce sont en grammes. Donc vous avez du fer, 4,72 grammes, du cuivre, du cobalt, du zinc, du nickel, et vous voyez qu'il y a autres 0,59 grammes. Les autres, ils se comptent en milligrammes, 1000 fois moins qu'un gramme. Donc vous avez en effet du chrome, 156 mg, du manganèse, du titane, du palladium, de l'or, du bismuth, etc. Et puis il y en a encore quelques milligrammes qui constituent les autres. Et là vous avez en milligrammes, et cette fois-ci, 0,66 mg de tantale, le coltan dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça représente 0,66 mg. Donc vous voyez qu'il y a une diversité d'éléments chimiques, mais qui sont en très petite quantité. Et ça, c'est très dur à recycler. Ça demande beaucoup de process. Et donc,
Vous voyez le schéma que je vous montrais tout à l'heure, le lithium, le cobalt, et vous voyez le pourcentage de recyclage dans ces téléphones. Pour certains métaux en verre, c'est plus de 50%, parfois beaucoup plus que 50%, mais pour de nombreux métaux, c'est moins de 1%. Parce que c'est pas facile de recycler quand il y a ce type d'infrastructure. Troisième partie, que lorsque vous avez un recyclage dans des infrastructures comme Umicore, ici en Belgique, leur taux de recyclage est relativement bon parce qu'on fait ce qu'on peut, c'est pas le cas partout évidemment. Recycler, ça demande une infrastructure. Et recycler, il y a toujours une perte. Ainsi, le calcul est assez simple. Si vous recyclez quelque chose à 90%, ce qui est excellent, au premier recyclage, vous aurez 90%. Au deuxième recyclage, vous aurez 90% de 90%. Il vous restera 81% du départ. Au troisième recyclage, vous aurez 90% de 81%, 73%. Quatrième recyclage, cinquième recyclage, sixième recyclage. Et au septième recyclage, vous êtes en dessous de la moitié de ce que vous aviez au début. Pourtant, vous avez recyclé à 90%. Donc chaque fois qu'il y a un cycle de vie, on recycle à 90%, et bien après 7 cycles de vie, vous avez moins de la moitié. Alors que vous êtes parti de 90%, ce qui est excellent. Hein. Mais malgré ces petites remarques, la Wallonie a misé, est mise et doit continuer à miser sur ce recyclage qui, comme on l'a vu pour d'autres aspects, les sacs bleus, va certainement s'améliorer dans les années qui viennent. Autre aspect de ce cycle, c'est exploiter et exploiter mieux. Alors exploiter mieux, ça passera par une analyse de cycle de vie complet, le plus complet possible, pour une ressource élaborée à partir de toute une série de paramètres dont certains sont relativement faciles à quantifier, d'autres non. Il n'est pas facile de quantifier les aspects sociaux liés aux creuseurs artisanaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Ça ne se quantifie pas facilement. Et on peut aussi exploiter ailleurs et revenir à des exploitations proches des marchés. Donc revenir à des exploitations là où il y a de la réserve géologique. Par exemple en Europe, ce qu'on a abandonné au XIXe siècle. Pourquoi revenir en Europe et créer donc des circuits courts, ce qui est très dans le domaine du développement durable et de l'économie circulaire, des circuits courts? Eh bien, pourquoi ne pas exploiter proche des marchés, proche d'où on les exploite, d'où on les fabrique? Deux raisons à cela. Ça a un coût et un impact, un coût financier et écologique, et ça a aussi un impact au niveau de la dépendance de l'Europe dans toute une série de ces métaux. Et vous voyez que l'Europe a décrit depuis bien longtemps, nous étions totalement dépendants d'étrangers. Pour d'autres domaines récents, on s'en est d'ailleurs assez vite rendu compte ces 6 derniers mois. Et l'Europe a même mis en évidence depuis quelques années que l'importance économique de certains métaux, notamment le tungstène, qui a une importance économique radicale dans notre continent, par rapport au risque d'approvisionnement, eh bien vous voyez que les terres rares lourdes et les terres rares légères sont des éléments pour lesquels il y a vraiment une criticité. C'est critique. Ça peut le devenir. Alors on pourrait envisager d'extraire ces matières en Belgique, par exemple. Alors la Belgique, comme il n'y a que des Belges dans la salle, c'est facile, vous allez vite comprendre, ça a été régionalisé entre 80 et 93, c'est une compétence totalement régionale. Le sous-sol est totalement régionalisé en Belgique. Donc, la Wallonie a sa carte géologique, la Flandre a sa carte géologique et gère son sous-sol de façon totalement indépendante. Et donc déjà depuis 2013, eh bien, vous voyez que des articles de presse montrent que l'on pourrait réouvrir les mines de minerais de zinc du côté de Plombières, parce qu'il y a aussi du plomb. Le plomb et le zinc, c'est deux copains de Tabon Mendeleev. La Calamine et Verviers. Et en effet, le 4 octobre 2017, la société Walzinc, Wallonie Zinc, a introduit une demande de permis d'exploration, pas d'extraction, d'exploration, sur les communes de Aubel, Plombières, La Calamine, etc. Et il y a eu en effet en octobre 2017 une réunion dans la maison communale d'une de ces communes avec les riverains. Et bien évidemment, les riverains étaient totalement contre. Les bourgmestres sont totalement contre et la région est totalement contre. Il y a de la matière, mais il y a surtout un syndrome bien connu, NIMBY, Not in my backyard. Donc ça, je suis ravi que ça fonctionne. Qu'on extrait le coltan au Congo, ça va m'émouvoir, mais comme c'est loin de chez moi, hors de question qu'on extrait des matières, évidemment, proches de chez moi. C'est l'effet NIMBY.
C'est le principal effet Not in my backyard. Alors en France, ils ont eu le même effet. Donc il y a des titres miniers qui ont été donnés récemment, une décennie à peu près. Eh bien, une de ces compagnies a ramassé une bombe devant chez elle, en Bretagne notamment ici, où il est écrit Prends garde à toi, et la société s'appelle Variscan. Donc en conclusion, mais vous avez compris, mais votre prof d'histoire vous l'avez déjà dit, que toutes les sociétés sont basées sur les minerais, l'âge de la pierre, l'âge du cuivre, l'âge du bronze, l'âge du fer, et nous sommes actuellement dans l'âge où on extrait tous les minerais, tous les métaux, notamment pour l'industrie du numérique, que ça génère des conditions sociales et environnementales discutables, qu'on passera par une mine responsable avec une analyse de cycle de vie, en prenant toutes les composantes du système, vers une stratégie publique claire, que très certainement ça va nous amener une gestion du syndrome NIMBY accrue, avec des tensions géopolitiques et des coûts qui vont très vraisemblablement augmenter drastiquement, sauf si on diminue nos besoins, ou sauf si on diminue l'impact que cela peut avoir. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que, si j'ai bien compris, on peut en discuter. Oui, c'est pareil. C'est compliqué avec le masque, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je vous entends très bien, mais il faut que tout l'auditoire vous entende. Donc, si vous pouvez peut-être vous tourner. Ouais, voilà. En fait, il y a également des filières pour les composants électroniques qui sont basées sur des matériaux organiques qui se développent. Est-ce que vous croyez que c'est une filière qui a un avenir par rapport à la filière classique, où Tout à fait. ça sera probablement un rapport à la fois de performance mais aussi de prix? Donc est-ce que vous croyez qu'à moyen terme on verra surgir des technologies qui seront indépendantes de ces matériaux? Alors, je n'ai pas de réponse puisque je n'ai pas la compétence de la chimie organique auquel vous faites allusion et à laquelle vous faites allusion. Pour le graphène, j'en entends parler depuis bien longtemps. Dès le moment où on m'a parlé de Tantal, j'entends des physiciens qui me disent mais ça ne pose aucun problème avec du graphène. Concrètement, je n'ai pas encore vu de téléphone associé à ce type de production. Concrètement, je vois toujours qu'on extrait de plus en plus chaque année de ces métaux. Donc je me dis que si ce que j'entends est vrai, il y a quelque chose qui fait qu'on n'a pas encore mis en pratique. Alors est-ce que c'est des conditions techniques, c'est-à-dire où c'est moins bon, Question économique? ou est-ce que c'est des pressions économico-sociopolitiques? Je ne sais pas. Mais d'une façon très pragmatique, ce qui est en général la bonne manière de voir les choses dans notre affaire, ça n'a pas encore été fortement développé. En revanche, des téléphones Fairphone, ça je vois qu'il y en a qui fonctionnent, qui sont vendus, qui ont plusieurs avantages dont on peut discuter, notamment le fait qu'on peut les réparer beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que tous les modules peuvent être réparables indépendamment, ce qui n'est pas le cas de ce téléphone-ci, par exemple. Ces Fairphone garantissent aussi que l'approvisionnement est fair, donc que l'approvisionnement respecte toute la chaîne de façon éthique et équitable. Mais en effet, ça fait bien, on voit des projets de développement en tentant de s'affranchir au maximum de ces matières dont je viens de vous parler, ces matières qui sont essentiellement des métaux, mais pas que des métaux d'ailleurs. Il n'y a pas que des métaux. Il y a aussi un autre obstacle au recyclage, c'est en fait le fait que les techniques de recyclage des matériaux ne sont pas intégrées dans le développement des technologies. Ouais. Et pour l'industrie automobile, on a déjà fait le pas d'imposer par voie de règlement un pourcentage très important de matériaux doivent pouvoir être recyclés. Vous voyez qu'on va... Oui. L'éco-conception, puisque c'est de ça dont on parle, une conception éco-conception, ça fait par contre un chemin réel dans de nombreux produits, vous parliez des voitures, et en effet, de plus en plus on tente de concevoir ces matières en intégrant directement le recyclage, voire même, le cas échéant, comme vous le dites, des alternatives potentielles. Cette éco-conception, je trouve que là, depuis quelques années, il y a un réel coup en avant dans l'éco-conception. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, ça ne veut pas dire qu'on y sera à la fin de l'année, mais ça veut dire qu'il y a en effet chez les concepteurs cette tendance
de fait. Monsieur, une fraction de seconde avant vous, monsieur derrière vous. Bon, c'est très bien, mais est-ce qu'on ne parle pas d'hier? Si on parlait de demain et après-demain, par exemple, nous allons vivre une révolution ou un saut d'évolution Oui, technique, technologique, Oui. scientifique. oui, Donc, si on parlait de terres rares, oui, d'une part, et d'autre part, d'énergie. oui, Tout ça va ensemble. Hein. bien sûr. Les terres rares, il n'y en a pas en Europe, très peu. Très peu, il y en a un peu Les au grosses Groenland. réserves, c'est quand même la Chine, Mhm. on est d'accord. L'Australie, oui, mais enfin. Le Brésil, le Oui. Vietnam, la Russie, l'Inde, Mhm. on va le barrer. Oui, Puisqu'on parle géopolitique, oui, nous n'avons absolument pas la main géopolitique non, sur aucun de ces pays-là. vous avez tout compris, oui. Et ils ne vont certainement pas nous dire laissez-moi Ça, là, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas vous partir dire. comme dans le temps. Ça, je ne sais pas vous dire. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième Oui. question, on va passer quand même à l'intelligence artificielle, robotique et tout ce qu'on veut. Donc les terres, on en a absolument besoin. Et puis il y a l'énergie. Les énergies fossiles, c'est fini. Vous savez que pour le moment, dans le monde, je peux vous dire que il y a quand même beaucoup d'énergie fossile ou liée à l'uranium. Une grande majorité de l'énergie produite vient de là encore. Hein. Les étudiants, quand ils arrivent, ils croient que l'énergie produite pour l'électricité de leur train, c'est les panneaux photovoltaïques et les éoliennes. Ils sont tout à fait surpris d'apprendre que 85%, Le rendement est insuffisant. ils sont tout à fait surpris de comprendre que c'est encore du gaz, du pétrole, du charbon et de l'uranium qui fait l'électricité du train qu'ils ont pris. Hein. Et la fusion nucléaire. Je n'ai aucune compétence, ça fait aussi beaucoup de temps que j'en entends parler. Parce que bon, Un ça peu fait comme ce que monsieur disait. Disons 50, mais maintenant on a avancé. On dit que le réacteur sera prêt. Je ne sais pas vous dire. Ça, c'est de l'astrophysique et de la. Malheureusement, je ne sais pas vous dire quand seront prêts ces réacteurs. Les deux affaires vont ensemble. Hein. Oui. L'énergie, en effet, ça va tout à fait lié à cela. Oui, tout à fait. Alors, pour les terres rares, il y a, outre les recyclages potentiels, qui ne sont pas faciles pour les terres rares d'ailleurs, parce que Solvay a ouvert des usines et les a refermées, eh bien, il y a des ressources, ont-ils atteint le seuil de réserve, je pense bien, des ressources dans certaines parties d'Europe, C'est bon plan. mais là encore, il y a toute une série de barrières, et je ne sais pas si elles sont justifiées ou non, mais il y a toute une série de barrières qui font qu'on ne les met pas en activité, ces ressources ou ces réserves, qu'on ne les extrait pas. Pour le lithium, c'est la même chose dans certains pays, Portugal notamment. Donc il y a toute une série de matières premières qui sont quand même présentes sur le sous-sol européen, on ne parle pas ici du sous-sol wallon évidemment, sur le sous-sol européen, qui peuvent limiter, et qui peuvent limiter non seulement parce qu'elles sont bien présentes, mais qui peuvent limiter aussi parce que si vous avez des contacts acheteurs-vendeurs, si vous venez me vendre des terres rares et vous savez que je n'ai pas d'alternative du tout, votre manière de percevoir votre client est totalement différente que si vous allez voir ce même client et vous savez que potentiellement, il pourrait, même si ça lui coûte, ouvrir une carrière ou une mine sur son territoire. Les relations vont être tout à fait différentes. Donc il ne s'agit pas de dire on va exploiter toutes les terres rares que l'on a, y compris dans mon jardin, parce qu'il y a aussi un peu de terre rare dans l'argile qui est dans mon jardin, mais il y en a tellement peu que la ressortir nous coûterait tellement cher que ça n'a aucun sens. Mais il ne s'agit pas de l'exploiter, il s'agit aussi de se dire je vous fais comprendre à mon vendeur que potentiellement je peux aussi en avoir. Eh bien, ce principe-là peut aussi être mis en avant. Il n'est pas nécessaire obligatoirement de les extraire. Dernier point, ce sont évidemment des matières qui, si elles ne sont pas recyclées, sont non renouvelables, évidemment. Entendons-nous bien, créer un gisement de métaux, ça ne se compte pas en 6 mois. Il va falloir quelques millions d'années. Ça prend du temps, évidemment. C'est vrai qu'il y a certains métaux. Monsieur, pardon. Si on parle de l'impact sur la biodiversité,
Effectivement, quand on mine et qu'on fait table rase de tout ce qu'il y avait avant, ça a un impact énorme également. Total. Certaines entreprises prévoient à l'avance la revégétalisation. À quel point c'est appliqué dans le monde À différents degrés. Donc en Wallonie, si vous vient l'idée de faire une carrière tout près de chez vous, outre l'effet NIMBY que vous aurez à gérer, vous aurez obligatoirement à prévoir un plan de réhabilitation. Donc vous serez obligé de prouver que vous pourrez faire ce plan auprès de la région wallonne. C'est la région wallonne qui gère. Vous imaginez volontiers, je crois qu'on peut tous l'imaginer, que ce n'est pas pareil dans tous les pays du monde et que les codes miniers des pays du monde, quand il y a un code minier, ne prévoient pas toujours une réhabilitation obligatoire. Et en effet, l'impact peut être important sur certaines régions et parfois bien au-delà de la région, au travers de la dissémination des éventuelles pollutions. L'impact est réel. Ces activités industrielles ont un impact, bien sûr économique, environnemental et social. Oui. Voilà. Jonathan, je crois que c'est terminé pour cette partie-ci. Maintenant, on va introduire Casper Science, qui va vous présenter un petit interlude avec un petit questionnaire. D'abord, petite question, est-ce que tout le monde a un smartphone? Levez la main pour ceux qui n'ont pas de smartphone, on va voir si on va passer à... Désolée, Est-ce qu'il y a le Wi-Fi ici? Oui, j'ai le code du Wi-Fi. N'hésitez pas, je vais vous le donner tout de suite, je vais vous lancer d'abord mes mains pour le PC. Alors, le code du Wi-Fi. Donc, le Wi-Fi, c'est le séminaire 22. Et le code, c'est pilotage avec un P majuscule 22. Le réseau, C'est le séminaire 22. Non, on n'a pas ça. Non? C'est pas le séminaire Le 22? signal est très faible. On a un petit peu ici, mais. Ah oui. Ah ben génial ça. C'est pas l'UNAMUR? L'UNAMUR, en fait, ils font un compte étudiant. Oui. Donc ça, c'est plus compliqué. Là, il y a une mur guest qui était Moi, je suis sur Redo. Je ne sais pas, on n'a pas les codes, on a juste séminaire 22. Je ne sais pas qui est... Je ne sais même pas d'où on a eu notre truc. Je sais quoi, je vais voir derrière s'ils ont fait une solution. Mais...